Bon, comme vous pouvez le voir à la gueule de mon top letterboxd, j'aime bien les films de gangsters. Dans un film de gangsters, le plus important c'est d'y croire. Et pour y croire, il faut un bon acteur. On peut jouer un gangster de plusieurs façons. Bien, mal, de façon classe ou dégueulasse. On peut tout faire tant que ça reste crédible, tant que la suspension consentie d'incrédulité, le contrat tacite entre le spectateur et le film n'est pas brisé. Le contrat il est simple, j'accepte de croire à ton film, à l'univers que tu proposes, alors respecte-moi un minimum et fais en sorte que tu brises pas les règles que tu mets en place toutes les 5 secondes. Mais il existe une personne qui a fait plus que jouer un gangster de façon crédible. Une personne qui a pris les lignes de script qu'on lui a données et qui en a sorti un des personnages les plus marquants de l'histoire de la fiction. Il a fait du diable un humain qu'on pourrait tout à fait imaginer comme son voisin sympa avec qui on partage une bière lors d'un barbecue. Mais comment est-ce qu'un acteur timide, vulnérable, décrit par tous comme une personne profondément gentille? He wasn't like that. That's the other thing. He was more like a hippie. You know, he was very laid back. You know, he wore like Birkenstocks and like a bandana on his head. Comment a-t-il pu tromper toute l'Amérique et donner naissance à un des personnages les plus crédibles, menaçants, intimidants et attachants de l'histoire du petit écran? Il n'a pas seulement bien joué son rôle, il a tellement mis dans sa performance que la frontière entre le personnage et l'acteur était parfois floue. Il a proposé une performance iconique dans une œuvre qui a changé la façon dont on crée des séries et qui a même sûrement donné naissance à toutes celles que vous suivez aujourd'hui. Would Breaking Bad have been made if we didn't have The Sopranos? I don't think so. Aujourd'hui, je vous parle d'un des plus grands acteurs de tous les temps, He was on the level of Brando. I mean, absolutely. Without a doubt. James Gandolfini. James Joseph Gandolfini naît le 18 septembre 1961 à Westwood, dans le New Jersey. Un premier point commun avec Tony Soprano. Sa mère Santa est née aux États-Unis mais a grandi à Naples, en Italie. Quant à son père, James Gandolfini Senior, il est originaire de Borgotaro, une commune italienne de la province de Parme, et il exerce ses fonctions en tant que gardien-chef de la Paramus Catholic High School dans le New Jersey. Le petit James grandira donc à Park Ridge dans le New Jersey avec ses deux sœurs. Le tout dans un cadre très catholique. Ses parents parlent également italien à la maison, ce qui contribuera au développement d'un fort sentiment italo-américain. Deuxième point commun avec Tony Soprano. James, c'est un peu l'étudiant qui fout le seum. Grand, belle gueule, charismatique, il est autant à l'aise dans son équipe de basketball que dans la troupe de théâtre du lycée. Dis-toi que le mec, il avait tellement la cote que dans son yearbook, qui est une tradition américaine où on note un peu les événements marquants de l'année, il aurait été surnommé class flirt, c'est-à-dire le playboy de la classe. J'ai pas de cacher, c'était pas la même les surnoms au lycée, hein. Oh, tu t'appelles comment toi là? Moi c'est Venceslas, mais tu peux m'appeler Vence. C'est fils de pute ton nom maintenant, t'as compris, fils de pute? Yes. Après ses années lycée, James obtiendra un diplôme en communication à l'université de Rutgers en 1982. Puis il trouvera assez rapidement un travail en tant que chargé de communication. Il écrira alors des posts LinkedIn pendant 35 ans avant de mettre fin à ses jours lorsqu'il se sera fait remplacer par ChatGPT. Et voilà, c'était la vie de James Joseph Gandolfini, n'hésitez pas à vous abonner. Putain mais qu'est-ce qu'on se marre! James obtiendra donc bien un diplôme en communication, mais clairement il va pas beaucoup lui servir. Il va un peu papillonner en enchaînant les boulots de videur, barman, et il finira même par devenir manager de boîte de nuit. Un peu comme moi qui ai fait des études d'audiovisuel pour finir vendeur de coques de téléphone. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner la team, parce que ranger des cartons de coques pour iPhone 17, c'est pas comme ça que j'imaginais passer ma vingtaine. Donc James il fera sa petite vie dans le monde de la nuit à New York, et clairement il a ce moment où tu rentres dans la vie adulte était un peu paumé. Et alors qu'il est barman, vers la fin de sa vingtaine, un de ses amis va finir par le convaincre de l'accompagner à son cours de théâtre au Gately Pool Conservatory. Et là, c'est un peu la révélation. Il va retrouver la même passion qu'il avait éprouvée lors de ses cours de théâtre au lycée. Donc si toi aussi t'es un peu paumé et t'as peur d'être en retard, arrête de stresser, c'est chacun sa timeline. Car en effet, James, il va bien kiffer les cours de théâtre. Il va même passer 2 ans dans la classe de Catherine Gately, qui est une craque bien reconnue dans le milieu, et il va ensuite directement se mettre à chercher des rôles. Il va commencer dans des pièces à Broadway, et un de ses premiers rôles marquants sera celui de Virgil dans True Romance, écrit par Quentin Tarantino et réalisé par Tony Scott. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu True Romance, allez le voir. J'ai regardé le film en préparant cette vidéo et franchement, je me suis régalé. C'est vraiment du Tarantino des années 90 tout craché dans l'écriture et les dialogues. Le film il passe vraiment bien avec un casting de fou. Vraiment, j'étais surpris de voir tous les gros acteurs qui pop sans que tu t'y attendes. Alors juste comme ça, dans le désordre. Christian Slater, Patricia Arquette, Gary Oldman, Dennis Hopper, Christopher Walken, Brad Pitt, Val Kilmer, Samuel Jackson et donc James Gandolfini. D'ailleurs, est-ce que tu savais que lors du tournage de la scène de bagarre entre Virgil et Alabama, James Gandolfini insistera fortement pour que Patricia Arquette lui plante un tire-bouchon dans le pied pour de vrai, afin de vraiment ressentir la douleur. Alors Patricia Arquette, évidemment, elle va refuser, mais Gandolfini va tellement insister qu'au final, c'est un assistant de production qui va lui planter un compas dans le pied.
Franchement, faut imaginer. T'es Patricia Arquette, c'est jeudi, il est 13h et il y a James Gandolfini qui vient te voir. Ça te dirait de m'envoyer à l'hôpital? À sa sortie en salle, True Romance connaîtra un échec financier, mais il finira heureusement par se faire une place parmi les classiques américains des années 90, jusqu'à aujourd'hui devenir un film culte. Malgré ce demi-échec, James a maintenant un pied dans le monde du cinéma et il va commencer à enchaîner les castings et les petits rôles. On le retrouve souvent incarner des militaires ou des hommes de main. Par exemple, il jouera en 1994 dans Le Nouveau Monde, un film français réalisé par Alain Cournot. Il rencontrera également son premier succès au box-office avec USS Alabama en 1995, dans lequel il retrouvera Tony Scott. C'est le mec qui avait fait True Romance. Alors si un réalisateur, qui est la personne qui va avoir la relation la plus intense avec les acteurs sur le tournage, te rappelle pour un autre film, c'est bon signe. James aura aussi le plaisir de jouer aux côtés de Denzel Washington et Gene Hackman, des grands acteurs dont il va pouvoir s'inspirer. Pour un début de carrière, il commence à avoir joué avec pas mal de gros noms bien stylés et c'est pas prêt de s'arrêter, puisqu'il va également se retrouver face à John Travolta dans Get Shorty en 1995. Alors même si la relation commence un peu difficilement, ils vont quand même finir par devenir de très bons amis. En effet, ils vont se rendre compte d'une coïncidence assez drôle. When you were a kid in New Jersey, your father bought tires from the father of John Travolta. Et à partir de là, c'est une amitié très forte qui est née. He was there when you lost your beloved son. He was. James went out of his way to come to Florida, and he would not leave Florida until I was okay. Putain, il est quand même sympa ce mec, hein. Bref, un début de carrière vraiment sympa pour James, mais le petit souci c'est qu'il commence à s'enfermer dans des rôles de second couteau. Les second couteaux, c'est des acteurs qui ont des gueules ou des carrures un peu particulières et qui vont se retrouver enfermés dans des rôles types. Tu vois bien leur tête, mais t'as un peu de mal à te souvenir de leur prénom. Alors d'accord, c'est déjà très cool, il rencontre des gens stylés et il travaille, ce qui est clairement pas donné à tout le monde dans ce milieu, mais James il sait qu'il a les épaules pour jouer un rôle plus important. Et à ce moment de sa carrière, il est pas loin de devenir un acteur que t'appelles juste pour jouer un homme de main ou un colonel lambda. Mais heureusement pour lui, sa performance dans True Romance va attirer l'attention de quelqu'un. Visiblement, ça valait le coup de prendre un compas dans le pied. Puisqu'en effet, HBO est en pleine préparation de leur prochaine grosse série. Un drame qui suivrait un chef de la mafia, Tony Soprano, dans son quotidien, sa vie de famille et ses sessions de thérapie pour lutter face à ses crises d'angoisse. Je rappelle qu'on est fin années 90, on est pas mal en avance au niveau des thématiques abordées. Et donc, il faut trouver quelqu'un pour incarner Tony Soprano, le personnage principal. Et c'est Suzanne Fitzgerald, après avoir vu sa performance dans True Romance, qui va appeler James pour lui faire passer une audition. Potentiellement le premier rôle principal de sa carrière dans une grosse série pour HBO. I actually met him. He came in to read as one of the actors who came in to read, and we basically just shook hands, and he sat down and he read, and then he bolted in the middle of it. He left. He said, I'm not doing this right. This is not good. I said, no, I'm not doing this right. I'm not doing this right. I didn't prepare for this right. I'm not doing it right, and I don't want to do it anymore. And I want to come back and do it for you again. And he left in the middle of the audition. And they said, oh, okay. And they let me leave, and let me redo it and come back. After he finally read the whole thing all the way through, it was pretty clear that he was the guy. Mr. Soprano? C'est un peu là qu'on se rend compte de l'éthique de travail de James Gandolfini. Mettez-vous à sa place quelques secondes. Vous êtes un acteur qui passe un casting pour potentiellement votre premier rôle principal dans une grosse série produite par HBO. Vous arrivez face à David Chase, créateur de la série, et vous commencez la lecture. Et là, vous vous arrêtez. Vous mettez un terme à cette opportunité qui ne se représentera peut-être jamais parce que vous estimez que votre performance n'est pas à la hauteur. C'est ça que j'essaye de vous dire avec cette vidéo. James Gandolfini, c'est un acteur au plus profond de son être. Il est totalement animé par son art. Doing a show like that, do you know how much work it is for him, for a lead on any of these shows? These people work, they're in it all the time. And I never saw anyone work so hard at each scene, analyzing it, working on it. Out of the hard work came something transcendent. Doesn't look like hard work. It looks like magic. Après les auditions, les personnes en charge du casting auront beaucoup de mal à imaginer quelqu'un d'autre pour le rôle de Tony Soprano que James. Et quand un des plus grands acteurs de tous les temps se retrouve face à un rôle qui lui correspond parfaitement, on se retrouve face à une des plus grandes performances de l'histoire dans une des meilleures séries de tous les temps.
La série connaîtra 6 saisons entre 1999 et 2007 et la performance de James Gandolfini sera saluée par la critique. Il remportera 3 Emmy Awards pour le meilleur acteur dans une série dramatique et également un Golden Globe dans la même catégorie. To my son, Michael, I promised I would do this. Côté vie privée, il se mariera en 1999 avec Marcy Woodarski, qui était son assistante personnelle depuis 1995, et de cette union naîtra le petit Michael. Michael, qu'on pourra d'ailleurs retrouver dans Many Saints of Newark, une série préquelle à Les Sopranos, dans laquelle il jouera une version jeune de Tony Soprano. Faut bien se rendre compte d'à quel point quand la série sort en 99-2000, c'est un vrai raz-de-marée. En 2000, la Hollywood Foreign Press Association parle de la série comme d'une œuvre qui a marqué l'arrivée d'un nouvel âge d'or de la télévision. Le New York Times va jusqu'à écrire que Les Sopranos pourrait bien être la plus grande œuvre de culture populaire américaine du dernier quart de siècle. Et clairement, Gandolfini, il est au centre de cette réussite. Il délivre une performance iconique qui va inspirer, voire même créer toutes les séries où on suit des personnages anti-héros avec des facettes sombres. Faut dire que James, il est pas juste bon, il est tellement bon qu'il rend tout le monde autour de lui meilleur. He did things with a blink. He could play a scene with his eyes. So if the show is great, it's because of James Gandolfini, and everybody in the cast understood what I meant. He was exciting to work with. He had a great effect. There was an energy or something that came from him. Oh, Ma, you gotta stop. You gotta stop with this. We became a family from that day, from the first read-through. On sent vraiment à travers l'écran qu'il y a une ambiance incroyable sur le plateau. Gandolfini devient alors une star. Son salaire évoluera en conséquence, mais il restera fidèle à lui-même. Jim was really great at laughing at the absurdity of life, especially when the show really became so popular and he became so popular. And he had a way of just kind of diffusing the importance of that and just looking at the absurdity of it. Can we have do a short interview with you with Cynthia for HBO? Lorsque son salaire double au cours de la 5e saison, il n'hésitera pas à en refiler une part aux autres comédiens qui n'auront pas eu la même chance que lui. Et lorsqu'il créera sa propre société de production, Attaboy Films en 2006, il n'hésitera pas à en donner des parts à ses collègues. Mais jouer ce personnage parfois violent et cruel aura un effet sur James. Étant de nature douce, il doit se mettre dans des états qui l'affectent psychologiquement, voire même physiquement. I think it was very hard for him to inhabit, whatever he had to do to get into the mindset of Tony. Some of the things I'll use to get angry are lack of sleep will piss you off to no end. Sleep 2-3 hours a night for 2 nights before you have a really violent scene. Every single thing that anyone does will piss you off. I mean, I'll do a lot of weird things, bang my head on things. I mean, you do whatever you need to do. You can put a rock in your shoe, a very pointy rock, walk around with that all day. I mean, it's silly, but it works. You're mad. All I know is you never had the makings of a varsity athlete. Oh, son of a bitch! Et la pression d'être l'acteur principal d'une série avec autant de succès, ça va aussi avoir pas mal d'effets sur lui. Et James, certes, il est très bon, très gentil, et il est adoré par toute l'équipe de la série, mais il y a aussi quelques petits problèmes. Notamment le fait que ce soit un énorme kiffeur. En effet, il arrive assez régulièrement que James ne se présente pas sur le plateau. Soit il s'est mis une énorme race la veille, soit il est parti dans un coke binge. Tu vois, t'as le binge watching, et puis à côté t'as le coke binge. Je te laisse faire le lien. Et c'est assez embêtant pour un tournage si l'acteur principal ne vient pas pendant plusieurs jours. Sur un tournage, tout est organisé et millimétré pour avancer rapidement et ne pas dépasser le budget. Donc si le mec qui est littéralement présent dans 90% des scènes n'y vient pas, c'est un peu baisé. Malgré tous ses excès, il reste très apprécié dans le milieu pour son talent et sa personnalité. Mais un jour, des amis et des membres du casting des Sopranos vont organiser ce qu'on appelle une intervention. C'est un concept américain. En gros, si t'as un pote qui commence à déconner un peu sévèrement, tu te réunis à plusieurs, tu fais venir le pote en lui faisant croire, je sais pas, que tu l'invites à une soirée ou un dîner. Et une fois qu'il arrive, vous lui dites ces 4 vérités. Et souvent, le but final d'une intervention, c'est d'envoyer cet ami en cure de désintox. Donc ils invitent James qui se doute de rien et qui pense passer une soirée bien arrosée. James rentre dans la pièce, il voit une dizaine de ses amis assis en rond et en gros sa réaction, ça a été « What the fuck ?» En effet, James, il est bien conscient que son attitude, elle est pas très professionnelle. Mais c'est pour lui la seule façon de sortir la tête de ce milieu dans lequel il se sent pas vraiment à sa place. De base, c'est juste un mec qui kiffe le théâtre et il se retrouve à devenir une des plus grosses stars des années 2000. Pour ne rien arranger, son mariage avec Marcy Woodarski prendra fin en 2002. Un divorce compliqué qui aurait accentué les problèmes d'addiction de James. Et il se sent aussi très mal parce que son comportement, il impacte le travail de ses collègues. Ce qui, selon moi, explique aussi les éclats de générosité qu'il peut avoir. Et il est même assez jaloux de sa partenaire de jeu, Eddie DeFalco,
Falco qui joue sa femme dans la série, car cette dernière est très professionnelle et elle a aucun souci à rentrer dans son personnage dès qu'on dit action. Alors que pour James, c'est un peu plus compliqué. Il doit prendre son temps, se mettre dans des états particuliers et il peut être très frustré quand il n'y arrive pas ou quand il oublie ses lignes de dialogue. I loved you. What happens? I decide, not you. No. Fuck. This fucking turning thing doesn't work. It's okay. It's okay. Cut it. Pour ne rien arranger, plus la série avance, plus James prend en notoriété et plus il le vit mal. Ça va peut-être vous sembler un peu contradictoire pour un acteur, mais James, il aime vraiment pas être au centre de l'attention. C'est même tout le contraire, il est assez discret et il évite au maximum les interviews. Il y a même une vidéo de lui qui existe où on le voit secouer un journaliste qui l'emmerdait pendant la tournée d'Halloween avec ses enfants. Et il n'hésitera pas à rembarrer plusieurs fois Harvey Weinstein, qui était pourtant vraiment pas n'importe qui à l'époque. He said, Harvey Weinstein called, he wants me to do Letterman. I said, I don't do talk show. And he gets calling and he says he got fucking nasty with Jim. And Jim said, I will beat the fuck out of Harvey Weinstein. He fucking calls me again. I will beat the fuck out of him. Et cette vie personnelle chaotique, elle correspond parfaitement au personnage de Tony Soprano. Si vous attendez à une série de mafia où ça tire un peu dans tous les sens, alors certes, il y a un peu de ça, c'est surtout une étude de la psychologie de Tony Soprano. Et David Chase, le créateur de la série, raconte même qu'à l'époque, les gens lui disaient « Tu veux pas un peu arrêter avec les scènes de psy et de rêves bizarres là? On s'en fout un peu, hein ?» Alors que clairement, ça fait toute la particularité et le charme de la série. Série qui finira donc par se conclure avec sa 6e saison, une fin qui a énormément fait parler à l'époque. Je vous rassure, pas de spoiler ici, mais je pense que le public était juste pas prêt pour une telle fin. Et aujourd'hui, c'est honnêtement une de mes fins préférées, toute œuvre confondue. Pour moi, elle est tout simplement parfaite. Elle représente et elle conclut la série mieux que n'importe quelle autre conclusion possible. Et si t'es pas d'accord, n'hésite pas à laisser un commentaire parce que j'ai vraiment besoin de buzz si je vais arrêter de vendre des coques. Faut s'abonner aussi, hein. Bon, la série est terminée et James est riche et célèbre, bien joué à lui. Maintenant que son nom et son talent sont reconnus, il va en profiter pour jouer dans un maximum de films. Mention spéciale à The Mexican, une comédie où il incarne un tueur à gages homosexuel aux côtés de Julia Roberts et Brad Pitt. Le rôle est considéré comme une de ses meilleures prestations au cinéma. Et le tournage de ce film se passe bien, même très bien, puisqu'il va y rencontrer Laura Somoza, qui était assistante à la réalisation. Alors, assistant réal sur un tournage, c'est un rôle très important et qui peut parfois être confondu avec celui du réalisateur. D'abord, il y a le réalisateur qui va faire la direction des acteurs et qui va aussi avoir le dernier mot sur toutes les grosses décisions afin que sa vision soit respectée. Ensuite, tu as l'assistant réalisateur qui va relayer sur tout le monde pour qu'on puisse rentrer dans les temps les plans prévus sur la journée de tournage. Bref, James il va aussi en profiter pour faire des projets qui lui tiennent à cœur, notamment avec sa société de production Attaboy Films, avec laquelle il produira plusieurs documentaires sur les vétérans de la guerre d'Irak, parlant de syndrome post-traumatique et de réinsertion. One day I get a call, he says, what do you think about Iraq? 3 weeks later, we were saying hello to the troops. Tony Sirico and what's your name? Jim Gandolfini. Jim Gandolfini. We came all the way here to tell you that we love you. Et plusieurs des personnes qu'il a interviewées salueront la profonde empathie et l'humanité de James Gandolfini. He actually stopped the interview a couple times because he started crying. You know, I was like, is this genuine? I mean, is he for real? Because it's at the end of the day, it's James Gandolfini. I mean, the dude could act. And little did I know it was all pure and just love. Oh man, I gotta get a hug. Thank you. No problem. Thank you very much. You did a great job. Thank you. Et c'est à peu près à cette période, en 2008, qu'il va se marier pour la 2e fois. Mais pas avec Laura Somoza, qui s'était fiancé mais ça n'a pas abouti. Non, ce sera avec Deborah Lynn, une ancienne actrice et mannequin avec qui il aura son 2e enfant, la petite Liliana Ruth Gandolfini, en 2012. En bref, James il pourrait être en train de vivre la fast life, enchaîner les plateaux télé et les soirées hollywoodiennes, mais il a préféré rester fidèle à lui-même et aux personnes qui l'inspirent. You've said, I like to play people like my parents. Lawyers and stockbrokers don't interest me. How much of your parents, your family, your friends, and yourself is in this show? As I've said before, I'm standing on their shoulders here because they worked so hard and enabled me to go to college. And these are the kind of people that I love. And these are the kind of people that I want to show in movies because I think they're getting screwed. Donc les années passent, James il continue à jouer dans des films et à produire des projets avec sa société de production, mais niveau santé, il a pas ralenti sur la bonne bouffe, l'alcool et les substances. Quand on compare son physique dans True Romance et ses dernières apparitions, on peut voir une petite différence d'envergure. Légère.
et ses excès finiront par le rattraper. 19 juin 2013, Rome. James est en voyage avec sa famille pour recevoir un prix au festival du film de Taormine en Sicile. Après une journée à visiter des lieux sous une chaleur étouffante et un dîner bien chargé, 2 portions de crevettes frites, une grosse portion de foie gras, 4 shots de rhum, 2 pina colada et 2 bières. Ça, c'est un dîner classique pour James. On est vraiment sur du gourmand de première classe là. Enfin, on était sur du gourmand de première classe car il sera découvert par son fils, inconscient, dans la salle de bain de sa chambre d'hôtel à 22h. Il arrivera à l'hôpital à 22h40 et sera déclaré mort d'une crise cardiaque à 23h à seulement 51 ans. J'ai une anecdote un peu triste, mais il y a une scène des Sopranos qui avait même prédit ce décès prématuré. I'm gonna kill myself? The way you fucking eat, you're gonna have a heart attack by the time you're 50. Oh, sit down. L'acteur est mort et il laisse un vide immense derrière lui. De nombreux hommages lui seront faits. Bryan Cranston déclarera que sans Tony Soprano, Walter White n'aurait jamais existé. Brad Pitt, qui par 3 fois aurait été costard de Gandolfini, déclara son admiration pour lui. He was hilarious, but two, a ferocious actor. I mean, like Brando good. But a real gentle soul behind the camera. Le film Her de Spike Jonze sera dédié à Gandolfini, les 2 hommes ayant travaillé ensemble sur Max et les Maxi Monstres. Et un documentaire hommage sera produit par HBO. Et honnêtement, si vous avez aimé Les Sopranos, je ne peux que vous le recommander. J'ai dû faire beaucoup d'efforts pour pas vous mettre 200 extraits du documentaire tellement c'était intéressant. Franchement, je me suis retenu, j'en ai mis que 150. James Gandolfini était aussi bon acteur qu'il était un bon humain. Il a laissé une trace positive partout où il est passé. Il aura vécu intensément, peut-être trop, mais ça faisait partie de la personne qu'il était. Je vais vous laisser sur un poème de Dominique Chianese, l'acteur de Junior Corrado dans Les Sopranos, qu'il aura écrit en hommage à son collègue et ami. Mais juste avant, si jamais vous aimez le cinéma, j'ai un podcast, Regard Cam, que j'anime avec un réalisateur, Steven Briand, un podcast dans lequel on invite des personnes qui travaillent dans le cinéma ou dans le monde de l'audiovisuel pour décortiquer leur parcours. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil, le lien sera dans la description, et surtout, abonnez-vous. Sur ce, des bisous. You can travel down the road, check on every vine. You can travel down the road, you can travel down the line. But there are few like Jimmy. He was homemade wine. Honest, good, pure, nothing added. Wants you to have a good time. Sharing with friends like family. He was homemade wine. You need $1, you got Jim. Loyalty and truthfulness. That was him. Believing in something good out there. Never got in the way. He was always fair. A good brother, a good son, a good father. He always tried his best, and all the rest. He was homemade wine.